Seriez-vous capable de soulever un camion à mains nues? Non? Quelle surprise! Permettez-moi alors de vous présenter le véritable colosse de la nature, l'océan. Lors d'un méga tsunami qui frappa l'Afrique il y a plusieurs millénaires, il projeta sans effort des blocs de 700 tonnes, comme s'il s'agissait de simples gravillons. Ce n'était pas juste une mauvaise journée à la plage. Cette vague titanesque relégua au rang de vaguelettes les tsunamis de 2004 en Indonésie et de 2011 au Japon. Pour mesurer l'ampleur de l'horreur que représentent déjà les tsunamis ordinaires, sachez que celui survenu au Japon en 2011 engendra des vagues atteignant 40 mètres. Celui de l'océan Indien en 2004, légèrement moins élevé avec ses 30 mètres, entraîna néanmoins plus de 2000 pertes humaines dans de nombreux pays. Imaginez maintenant quelque chose d'infiniment pire. Durant longtemps, la communauté scientifique considérait de telles vagues comme relevant du domaine de la science-fiction. Puis l'on découvrit d'immenses blocs de roches projetés profondément dans les terres. Et les calculs révélèrent qu'il aurait fallu des vagues de 250 mètres de hauteur pour commettre une telle dévastation minérale. L'auteur de ce cataclysme, un volcan dont l'effondrement brutal dans l'océan déclencha l'un des tsunamis les plus violents jamais enregistrés sur notre planète. En règle générale, on attribue les tsunamis aux séismes sous-marins, ces affrontements colossaux entre plaques tectoniques. Mais les volcans possèdent eux aussi un potentiel destructeur redoutable. En 1883, le volcan indonésien Krakatoa entra en éruption durant 6 mois sans relâche, avant d'exploser. Une détonation si puissante qu'elle fut entendue jusqu'en Australie. Elle déclencha une série de tsunamis, dont certains culminèrent à près de 30 mètres. Et pourtant, ce cataclysme volcanique ne fut qu'une modeste mise en bouche face au déchaînement dantesque du méga-tsunami. À l'époque, le volcan à l'origine du désastre n'était pas simplement colossal. Il perdit un pan entier, 10 fois plus volumineux que le mont Everest. 10 Mont Everest. Comme si la Terre avait voulu expérimenter les conséquences d'un jet de montagne dans l'océan, par pur caprice. Lorsque tout un pan du volcan s'est affaissé dans l'Atlantique, l'onde générée aurait pu engloutir 3 fois la Statue de la Liberté. Elle a même balayé une île située à plus de 50 km de là. Le volcan responsable de cette scène digne d'une superproduction hollywoodienne n'était autre que le Pico do Fogo, niché, comme vous l'aurez deviné, sur l'île capverdienne du même nom. Cette île n'est, en réalité, qu'un immense volcan solitaire ayant émergé des flots grâce à un point chaud magmatique, une zone sous-marine où le magma s'échappe en quantité, formant des volcans. Au fil du temps, ce magma s'est refroidi et accumulé en couches successives, telle une pile de crêpes, jusqu'à ce qu'après 7 éruptions majeures, l'île surgisse à la surface, comme un diable dans sa boîte jaillissant des profondeurs. Et voilà, un volcan était né. Mais cette naissance spectaculaire portait en elle les germes d'une future catastrophe. Plus un volcan prend de l'ampleur, plus son poids devient écrasant. S'il manque de magma pour soutenir cette masse, la structure entière risque de s'effondrer. Il n'en faut parfois guère plus. Une secousse minime, un peu d'érosion ou un socle friable composé de sédiments meubles suffisent à provoquer la chute, comme un géant tentant de garder l'équilibre sur un tapis de billes. Le Pico do Fogo cumulait tous les facteurs de risque. Une hauteur excessive, un poids considérable et des fondations instables. Et cela ne fait qu'empirer. À mesure que le volcan gagne en masse, il écrase peu à peu le magma sous-jacent. Incapable de remonter, la lave reste prisonnière, s'épaississant lentement à la manière d'un potage oublié sur le feu. Les gaz s'accumulent, la pression grimpe, jusqu'à l'explosion. C'est l'équivalent géologique d'un trop-plein de burrito combiné à une tentative désespérée d'étouffer un éternuement. Ce trop-plein d'énergie et ce déséquilibre peuvent provoquer ce que l'on appelle un effondrement de flanc, ou plus simplement, oups, la moitié du volcan vient de tomber dans l'océan. C'est précisément ce qui s'est produit avec le Pico do Fogo. Nombre des îles volcaniques nées de tels phénomènes ont depuis longtemps disparu. Pourtant, le Pico do Fogo demeure bel et bien actif. Sa dernière éruption remonte à 2014, et sachant qu'elle se manifeste environ tous les 20 ans, peut-être conviendrait-il de différer toute escapade sur l'île vers 2034. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que seuls les grands édifices volcaniques pouvaient s'effondrer de cette manière. Mais des travaux récents révèlent que même les îles les plus modestes, ces Danny DeVito du monde insulaire, n'échappent pas au risque. Leur stabilité n'est qu'apparente, liée à leur faible masse. C'est un peu comme Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger glissant tous deux sur la glace. La chute d'Arnold causera plus de dégâts, mais Danny peut tout aussi bien valdinguer. Et ces petits effondrements, ils sont loin d'être insignifiants. Prenez l'exemple de Santa Maria, une petite île portugaise, environ 170 fois plus petite que celle d'Hawaï. Elle s'est effondrée plusieurs fois, non par choix,
mais parce qu'elle repose sur une base fragile, faite de sédiments marins meubles, semblables à des miettes détrempées. Pour ne rien arranger, elle se situe près de la faille des Açores orientales, un point où 3 plaques tectoniques s'affrontent sans relâche. Cette faille a déjà causé de nombreux tremblements de terre, et même des tsunamis à Lisbonne, ce qui donne une idée des périls qui guettent ceux qui vivent juste au-dessus. Chaque fois que le volcan de Santa Maria grandit par une éruption, il s'enfonce. Mais lorsqu'un pan s'effondre, la structure rebondit comme une bouée. Cette alternance, mont sous-marin, île, puis retour sous l'eau, fait de Santa Maria une sorte de sous-marin jouant à cache-cache avec l'océan. Et chaque réapparition peut entraîner un tsunami. Un autre volcan à la stabilité incertaine est le Pacaya, situé au Guatemala. Entre 2011 et 2013, les scientifiques y ont observé d'infimes mouvements du sol, signe que quelque chose remuait en profondeur. Et en 2014, le volcan est effectivement entré en éruption. Il ne s'est pas effondré cette fois, mais le danger persiste, surtout si le magma s'y accumule comme cela s'est produit avec le Pico do Fogo. Une explosion pourrait alors se produire, au sens propre du terme. Il y a environ 1 millier d'années, le Pacaya a subi un effondrement massif, projetant des débris à plus de 25 km. Depuis, il s'est reconstruit à la manière d'un phénix en fusion. Mais la menace d'un nouvel effondrement reste réelle. C'est pourquoi les volcanologues surveillent la moindre secousse. Ce n'est pas une crainte excessive quand la montagne peut vraiment s'écrouler. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais tout cela appartient au passé. Un effondrement entraînant un pareil méga-tsunami ne peut plus survenir, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue au XXIe siècle. Des îles comme Hawaï, La Palma ou certaines parties des Caraïbes reposent sur les mêmes coussins géologiques. Il suffit d'un cocktail bien dosé. Sol friable, pente abrupte, un soupçon de magma piégé et patatras, effondrement de flanc. En réalité, cela s'est déjà produit. En 2018, Anak Krakatau, le rejeton du tristement célèbre Krakatoa, a perdu une grande portion de sa masse lors d'une éruption. Ce fut à l'origine d'un tsunami, certes peu destructeur, mais plutôt gênant. Imaginez un volcan perdant son pantalon en public. C'est humiliant, mais pas fatal. Mais cela reste modeste comparé au grand spectacle du passé. L'effondrement de l'île Ritter en 1888 fut si violent que son altitude passa de plus de 610 mètres à seulement 140, une île littéralement raccourcie par la force du désastre. Le record revient toutefois à la fameuse vague de la baie de Lituya en 1958. Un séisme de magnitude 7,8 provoqua un éboulement titanesque, lançant une vague plus haute que l'Empire State Building à travers l'Alaska, à la vitesse d'une voiture fonçante à vive allure. Étonnamment, seules 5 vies furent perdues. Mais la cicatrice laissée sur le paysage reste visible, depuis l'espace. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires peut, elle aussi, faire s'effondrer des volcans. En diminuant soudainement la pression sur la croûte terrestre, elle les déstabilise. C'est ce qu'on appelle le rebond isostatique. Un peu comme tirer brutalement la chaise de quelqu'un qui serait resté immobile depuis des siècles. Et voici un autre péril auquel vous n'auriez sans doute jamais songé en préparant votre escapade tropicale. Certaines îles volcaniques s'élargissent à mesure que la lave se déverse dans la mer, formant des plateformes instables appelées deltas de lave. Ces formations peuvent s'effondrer brutalement, sans crier gare, entraînant les terres nouvellement créées, et parfois même des touristes imprudents dans les flots. Sans vouloir gâcher l'ambiance, mieux vaut éviter de poser le pied sur ces étendues fumantes à peine refroidies. Alors oui, la prochaine fois que vous savourerez la douceur d'une île volcanique en vous disant « Quel havre idyllique !» Gardez à l'esprit qu'elle pourrait tout aussi bien être une bombe géologique à retardement, au tempérament capricieux. Des projectiles de la taille de montagnes au delta de lave surgissent sans prévenir. Les volcans ont toujours su cultiver l'art du spectacle. Ah, la mer est agitée aujourd'hui. Rien de bien alarmant, mais suffisamment pour susciter un certain malaise. Une angoisse diffuse vous envahit, une sorte de pressentiment. Quelque chose de grave semble sur le point de se produire. Et soudain, des cris paniqués retentissent. En vous retournant, vous apercevez une vague immense, bien plus haute que toutes les autres. Serait-ce un tsunami? C'est exact. Lorsque l'on évoque des vagues dévastatrices, ce sont généralement les tsunamis qui viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, celle qui s'apprête à frapper votre navire n'en est pas un. Il s'agit d'une vague scélérate. Bien que tsunami et vague scélérate puissent tous deux provoquer des désastres, ils diffèrent tant par leur origine que par les lieux où leurs ravages s'exercent. Imaginez à présent une vague colossale,
atteignant 18 mètres de hauteur, projetée sur votre navire. C'est un miracle que l'embarcation ne sombre pas. Cette lame massive, une vague scélérate, semble s'être matérialisée soudainement, comme surgie de nulle part. Aussi inquiétantes, imprévisibles et isolées qu'elles puissent paraître, les vagues scélérates ne sont pourtant pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Pour mieux visualiser, prenez la hauteur moyenne d'une pièce de votre maison. Le plafond fait sans doute un peu moins de 3 mètres. Une maison à 2 étages mesure généralement entre 6 et 9 mètres. Quant à la Statue de la Liberté, elle atteint 34 mètres si l'on mesure des pieds jusqu'à la tête. Avec ces repères, vous pouvez vous faire une idée des dimensions des vagues scélérates, dont les plus hautes mesurent de 15 à 30 mètres. Pour qu'une vague soit qualifiée de scélérate, elle doit surgir de manière inattendue et dépasser en hauteur les vagues environnantes. Mais la mesure exacte de cet écart reste débattue. Certains spécialistes estiment qu'une vague scélérate doit être au moins 2 fois plus haute que les autres vagues importantes à proximité, tandis que d'autres ne partagent pas cet avis. Les vagues scélérates se distinguent également par leur pente plus abrupte par rapport aux vagues classiques, qui adoptent généralement la forme d'une grande houle. Cette configuration permet aux navires de gravir de telles vagues, même lorsqu'elles sont très hautes. Une vague scélérate, en revanche, s'apparente à un véritable mur d'eau. En raison de sa pente plus prononcée, elle percute les navires avec une force colossale, pouvant parfois déferler sur le bâtiment. Les vagues scélérates demeurent en partie mystérieuses, notamment parce que personne n'a jamais filmé leur formation, ni suivi leur cycle de vie complet. On dispose de quelques photographies de ces vagues exceptionnelles. Cependant, pendant des siècles, leur existence ne reposait que sur des légendes et des récits de marins ayant survécu à de telles rencontres. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé le mécanisme exact à l'origine des vagues scélérates. Une théorie évoque un phénomène de renforcement des vagues. Celui-ci survient lorsque 2 vagues interagissent et que leur hauteur se combine. Par exemple, si une vague de 5 mètres en croise une autre de 10 mètres, faisons le calcul, cela peut donner naissance à une vague éphémère atteignant 15 mètres. Les vagues scélérates ne se limitent mais pas aux océans. Le 10 novembre 1975, sur le lac Supérieur, un groupe de 3 vagues scélérates, surnommées les 3 Sœurs, aurait pu causer le naufrage du SS Edmund Fitzgerald, un cargo américain naviguant sur les Grands Lacs. Cette catastrophe a entraîné la perte du navire et de tous les membres de son équipage. Ces vagues se succédèrent à un intervalle trop rapproché, empêchant le navire de se stabiliser et d'écoper l'eau apportée par la première avant que la suivante ne frappe. Le capitaine d'un navire proche du Fitzgerald a rapporté que son bâtiment avait été frappé par 2 vagues de 9 à 10 mètres de haut. Ces vagues, vraisemblablement suivies d'une 3e, auraient ensuite poursuivi leur course vers le Fitzgerald, contribuant à son naufrage. Laissons de côté ce sujet et revenons au tsunami. Ces catastrophes naturelles représentent un danger extrême et diffèrent radicalement des vagues scélérates. Dans la majorité des cas, un tsunami est provoqué par un séisme sous-marin. Lorsqu'il se forme, il ne mesure généralement que quelques mètres de hauteur. Cependant, à mesure qu'il se rapproche du littoral, il gagne en ampleur. En entrant dans des eaux peu profondes, il commence à ralentir. La première vague frappe alors la côte, son sommet se déplaçant plus rapidement que sa base, ce qui explique sa hauteur et sa pente vertigineuse. Le point le plus bas de la vague touche la terre en premier, générant un effet de vide qui aspire l'eau loin du rivage, exposant la baie et le fond marin. Les personnes capables d'identifier ce premier signe annonciateur d'un tsunami peuvent encore avoir une chance de sauver leur peau. Quelques minutes plus tard, un gigantesque mur d'eau s'abat sur la côte, détruisant tout sur son passage. Mais il ne s'agit pas d'une seule vague. Un train de vagues se forme, composé de multiples vagues successives. La vitesse de ce train ne dépend pas de la distance à l'épicentre, mais de la profondeur de l'océan. En pleine mer, les tsunamis peuvent atteindre la vitesse d'un avion à réaction. Cependant, lorsqu'ils pénètrent dans des eaux peu profondes, leur progression ralentit considérablement. La première vague d'un tsunami n'est généralement pas la plus puissante. Pourtant, de nombreuses personnes ignorent ce fait et commettent l'erreur de relâcher leur vigilance après son passage. Elles croient le danger écarté, ce qui les expose aux vagues suivantes, souvent bien plus imposantes et destructrices, qui les prennent de court. Un tsunami peut parfois se manifester sous la forme d'un torrent d'eau écumante. À d'autres moments, il provoque un retrait soudain de la mer, laissant derrière lui des poissons échoués et des bateaux retournés. Par ailleurs, une légère hausse du niveau de la mer peut également indiquer l'arrivée imminente d'un tsunami. Si la première vague atteint le rivage, la seconde, souvent plus grande, peut survenir après un certain délai.
Vous pouvez également observer l'eau de mer bouillonner, tourbillonner et former des motifs étranges. C'est un autre indice indiscutable qu'un tsunami est imminent. Des vagues successives répétées peuvent aussi annoncer l'approche d'un tsunami. Si vous remarquez des houles inhabituelles se succédant à intervalles réguliers, il serait sage de vous diriger rapidement vers une zone surélevée. Étonnamment, certains des tsunamis les plus gigantesques ont été provoqués par des glissements de terrain. Un exemple marquant est celui de la baie de Lituya, en Alaska, où un glissement a généré une vague de 520 mètres de haut, l'une des plus imposantes jamais enregistrées. Cette vague colossale a déferlé sur la péninsule, emportant arbres, végétation et dépouillant le terrain jusqu'à la roche nue. Sa hauteur équivalait à plus de la moitié de celle du Burj Khalifa, la plus haute structure au monde. De même, lorsqu'un tiers du volcan hawaïen d'East Molokai s'est effondré dans l'océan Pacifique, cela a déclenché un tsunami atteignant 610 mètres, soit la hauteur de la tour de Shanghai, l'un des gratte-ciels les plus hauts du monde. Un autre phénomène océanique étrange et potentiellement dangereux est celui de la mer croisée. Elle se forme lorsque deux systèmes de vagues distincts se rencontrent à angle droit, ce qui se produit fréquemment près des péninsules, ou là où deux mers ou océans se rejoignent. Ce spectacle peut sembler impressionnant, mais seulement depuis le rivage. Il est fortement déconseillé de se jeter à l'eau pour interagir avec ces vagues. Les contre-courants qui s'y trouvent peuvent facilement entraîner sous la surface même les nageurs les plus aguerris. Les vagues carrées ont également été responsables de nombreuses catastrophes maritimes au fil du temps. De plus, si vous apercevez des vagues agitées, mêlées de débris marins et d'algues, abstenez-vous de vous baigner. Ces signes peuvent révéler la présence d'un puissant courant d'arrachement, capable de vous entraîner au large. Passons maintenant à un phénomène bien plus vaste, et même d'échelle véritablement planétaire. Les ondes de Rossby. Il en existe deux types, océaniques et atmosphériques. Mais compte tenu du thème du jour, concentrons-nous sur celles liées aux océans. Les ondes de Rossby, qui se déplacent lentement, diffèrent complètement des vagues de surface. Elles ne ressemblent en rien aux vagues qui déferlent sur les plages. Ce sont des mouvements gigantesques des océans, qui s'étendent horizontalement sur des centaines de kilomètres à travers la planète, toujours vers l'ouest. Leur ampleur est telle qu'elles peuvent influencer les conditions climatiques globales, provoquer des marées hautes et même entraîner des inondations dans certaines régions. Leur déplacement complexe dépend de leur localisation. Dans le Pacifique, les ondes situées près de l'équateur mettent de quelques mois à 1 an pour traverser l'océan, tandis que celles situées plus loin de l'équateur peuvent nécessiter plus de 10 ans pour accomplir ce même trajet. Alors, lorsqu'une onde passe, n'oubliez pas de lui faire un petit signe. Un tsunami frappant les grandes villes sur ou près de la mer Méditerranée et dans la partie nord-est de l'océan Atlantique n'est pas une question de si, mais de quand. Il est effrayant et surréaliste de penser que des endroits comme Cannes ou Barcelone pourraient soudainement être frappés par une énorme vague. Mais le fait est que les côtes européennes se trouvent dans des zones tectoniques actives. Seulement environ 10% de tous les tsunamis dans le monde se produisent en Méditerranée. Et il y a eu au moins 290 tsunamis dans cette zone depuis 1600 avant notre ère. Malgré le nombre relativement faible, ce phénomène a causé de nombreuses catastrophes dévastatrices au cours de l'histoire de l'Europe. En 1755, un séisme de magnitude 8.5 dont l'épicentre se trouvait à l'ouest-sud-ouest du cap Saint-Vincent a déclenché un tsunami qui a détruit la majeure partie de Lisbonne, la capitale du Portugal. Environ 40 minutes après le tremblement de terre, cette vague massive a frappé le port et le centre-ville, remontant rapidement le fleuve Tage. Le phénomène était si rapide que plusieurs personnes à cheval ont dû galoper vers des hauteurs pour éviter d'être emportées. Et ce n'était que le début d'un cauchemar, avec 2 autres vagues terrifiantes qui ont frappé Lisbonne juste après. Une catastrophe comme celle-ci est similaire à ce que nous voyons dans l'océan Pacifique plusieurs fois par siècle. Mais dans l'Atlantique, c'est très rare. Ce genre de tsunami majeur est censé se produire tous les 3 à 5 siècles. Mais maintenant, cela pourrait arriver demain. Marseille en France, Chipiona en Espagne et d'autres villes figurent sur la liste des lieux importants qui pourraient être inondés bientôt, avec une probabilité d'environ 100% d'être frappés par un tsunami au cours des 30 prochaines années. Les statistiques montrent que la vague atteindra probablement plus de 1 mètre de haut. Je sais, cela ne semble pas beaucoup. Surtout puisque quand nous pensons au tsunami, nous imaginons des vagues terriblement hautes, comme celle qui a frappé la baie de Lituya en Alaska. Dans ce cas,
La vague mesurait plus de 518 mètres de hauteur. Mais nous devons nous rappeler que même des vagues de seulement 50 cm de haut peuvent être dangereuses pour les nageurs. Car ce n'est pas seulement la hauteur du tsunami qui compte, mais aussi le flux et le mouvement de l'eau. Sans parler des inondations, qui peuvent endommager les plages, les ports et les rues. Si le littoral possède un petit port et que le front de mer est exceptionnellement bas, comme à Cannes, cette catastrophe naturelle pourrait être beaucoup plus dangereuse. Les tsunamis d'environ 2 mètres de haut peuvent soulever des voitures du sol, tandis que des vagues plus petites peuvent créer des murs d'eau se déplaçant à 65 km/h. De plus, il y a ces événements plus petits qui ne détruiront peut-être pas tout mais peuvent quand même coûter une fortune. Par exemple, des bancs de sable gigantesques qui se déplacent sur le fond de l'océan, comme des dunes de sable qui se déplacent dans les déserts. Ils peuvent endommager des pipelines ou des câbles sous-marins pour Internet et communication. Et cela finit par coûter des millions de dollars aux entreprises et au gouvernement. C'est pourquoi des organisations comme l'UNESCO s'inquiètent de la possibilité qu'un tsunami dangereux frappe bientôt l'Europe. Elles font donc tout leur possible pour prévenir des scénarios apocalyptiques. Comme ce qui s'est passé en 2004 quand un tremblement de terre au large de la côte de Sumatra, Indonésie, a provoqué des vagues de plus de 30 mètres de haut dans les communautés côtières, entraînant la perte de plus de 200 000 vies. Et n'oublions pas 2011, lorsqu'un tremblement de terre au large de la côte de Tohoku, au Japon, a déclenché un tsunami qui a atteint environ 9,6 km à l'intérieur des terres et provoqué un grave accident nucléaire dans une centrale électrique le long de la côte. Plus de 16 000 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie, et l'événement a entraîné des milliards de dollars de dégâts aux infrastructures. Ces catastrophes ont été de sérieux avertissements, et nous avons parcouru un long chemin depuis 2004. Nous sommes beaucoup plus en sécurité aujourd'hui, en grande partie parce que le système d'alerte au tsunami est très efficace pour détecter rapidement cette situation dangereuse. Contrairement à de nombreux autres phénomènes naturels, un tsunami peut être anticipé. Nous n'avons peut-être que quelques minutes pour agir, mais si nous savons tous quoi faire, de nombreuses vies peuvent être sauvées. Et dans la plupart des régions du monde, des sirènes sont couramment utilisées pour alerter les gens des tsunamis. Pour déclencher la sirène le plus tôt possible, les alertes initiales de tsunami se basent généralement uniquement sur les données sismiques. Tout d'abord, les spécialistes reçoivent des informations sur un tremblement de terre. Les ondes sismiques se déplacent environ 100 fois plus vite que les tsunamis. Ainsi, ils ont suffisamment de temps pour analyser les données et déterminer si le tremblement de terre a pu générer un tsunami, et s'ils doivent émettre une alerte de tsunami initiale. Dans les centres d'alerte américains, par exemple, les scientifiques émettent généralement des alertes initiales dans les 5 minutes suivant un tremblement de terre. Si un tsunami est suspecté, ces alertes peuvent également inclure des informations sur les heures d'arrivée des vagues, des actions recommandées et les impacts potentiels. Mais tirer la sonnette d'alarme ne suffit pas. Pour sauver des vies, les communautés côtières doivent également être formées à réagir rapidement et de la meilleure façon possible. C'est pourquoi l'UNESCO a produit ce programme appelé Tsunami Ready, visant à former les personnes vivant dans les zones côtières à risque sur la manière d'agir en cas de tsunami d'ici l'année 2030. L'idée est d'aider les communautés à rester en sécurité en leur apprenant à protéger leurs moyens de subsistance et à préserver leurs maisons. Être reconnu comme Tsunami Ready par l'UNESCO ne signifie pas qu'une communauté est à l'abri des tsunamis, bien sûr. C'est plutôt une reconnaissance qu'ils ont adopté toutes les mesures possibles pour atténuer les risques de tsunami. Ainsi, les autorités aident les communautés à se préparer en installant des panneaux d'évacuation, en établissant des procédures de sécurité et en créant des plans pour avertir les touristes. Comme l'Espagne, qui a distribué des panneaux d'alerte au tsunami le long de toute la côte, ainsi que des panneaux indiquant les routes d'évacuation vers des terrains plus élevés. Et l'Espagne ferait mieux d'être préparée. Je veux dire, seulement 7 tsunamis ont frappé le pays depuis l'année 365, donc il est difficile de prévoir les effets d'un tel événement. Mais il pourrait être dévastateur, étant donné que les zones côtières espagnoles sont tellement importantes économiquement. Il y a aussi une zone dangereuse dans la faille d'Averroès, sous la mer d'Alborán. Si un tremblement de terre se produit à ce point, les gens auront seulement 21 minutes pour échapper à un tsunami. UNESCO a également établi 12 centres d'alerte au tsunami, qui couvrent également l'Europe. Cette initiative implique 5 centres situés dans les régions méditerranéennes et nord-est atlantique.
Ces centres peuvent sauver des milliers de vies car ils surveillent les perturbations océaniques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, après avoir analysé la menace, ils envoient des messages en fonction du potentiel de l'événement à provoquer un tsunami. L'échelle d'intensité va de aucun effet à complètement dévastateur. Et par cela, ils comprennent que presque tous les bâtiments en briques pourraient être démolis par les vagues, et même les structures en béton les plus renforcées pourraient subir de lourds dégâts. Jusqu'à présent, nous avons principalement parlé des tsunamis causés par des tremblements de terre le long des frontières des plaques tectoniques convergentes. En fait, les tremblements de terre ont représenté plus de 80% des tsunamis depuis 1900. Mais les tsunamis peuvent aussi résulter de glissements de terrain, d'éruptions volcaniques et même d'impacts de météorites. Les experts s'inquiètent également du fait qu'avec les changements climatiques actuels, nous pourrions voir apparaître plus de météo-tsunamis en Méditerranée. Ceux-ci sont déclenchés par des conditions météorologiques anormales et peuvent perturber toute côte ayant un fond marin peu profond. Ils ne sont peut-être pas aussi énormes ou célèbres que ceux provoqués par les tremblements de terre, mais ils peuvent tout de même causer des dégâts matériels importants et mettre les gens en danger. Par exemple, en 2006, un météo-tsunami a frappé le port de Ciutadella sur l'île espagnole de Minorque. Des yachts ont été projetés les uns contre les autres et ensuite échoués sur le fond du port à mesure que l'eau se retirait, ce qui a entraîné des dégâts de plusieurs dizaines de millions d'euros. Malheureusement, les météo-tsunamis en Méditerranée ont tendance à être plus forts en été. Donc, si vous prévoyez de passer vos vacances en Europe, restez vigilants face à tout signe de vagues dangereuses. Si vous rencontrez soudainement un tsunami se dirigeant vers vous, souvenez-vous que c'est le moment de réagir. Déplacez-vous vers les hauteurs aussi loin à l'intérieur des terres que possible. Prêtez une attention particulière à tous les alertes d'urgence et informations, et suivez les conseils des autorités locales. Surtout, n'attendez pas sur place pour prendre des photos. Quittez la zone dès que vous remarquez des signes de cet événement dangereux, ou si vous entendez un avertissement officiel de tsunami. Soyez prudents. Tu reçois des amis pour dîner. Tu poses ton verre sur le comptoir et tu vas aider ton ami à apporter les desserts. À ton retour, tu regardes le liquide dans ton verre. Il s'agite et les glaçons ressemblent à des bateaux sur une mer agitée. Et puis, ce tremblement gagne ton corps. Au plafond, le lustre se balance violemment. Puis tu entends quelqu'un crier « Tremblement de terre !» La maison et tout ce qu'elle contient s'agitent d'avant en arrière. Tu essaies de courir pour te mettre à l'abri, mais les secousses t'empêchent d'avancer. Tu as du mal à garder ton équilibre. Les armoires semblent posséder et les verres et toute la vaisselle s'envolent et s'écrasent par terre. Les étagères de livres basculent et tout ce qui est accroché au mur vacille et tombe. Tu te jettes sous la table de la salle à manger en essayant de ne pas te blesser avec toute cette vaisselle cassée. Oui, tu as déjà vécu des tremblements de terre, mais jamais comme ça. Tu vérifies ton téléphone, aucun signal. Tu n'arrives pas à croire ce qui est sur le point de se produire. Des cris s'élèvent autour de toi et soudain la maison s'effondre. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré a eu lieu au Chili en 1960. La catastrophe est survenue dans l'après-midi alors que l'activité humaine battait son plein. Pour causer des dommages graves et irréversibles, il faut une magnitude d'environ 7 sur l'échelle de Richter. Celui-ci était de 9,5. Cette partie du Chili se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, la zone volcanique et sismique la plus active au monde. La secousse initiale a duré environ 10 minutes et après 2 jours, les nombreuses répliques étaient encore suffisamment puissantes pour réveiller un volcan dans le sud du pays. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le tremblement de terre a provoqué une série de raz-de-marée dans tout l'océan Pacifique, certains atteignant plus de 25 mètres de haut. Les vagues et les secousses étaient si violentes que même Hawaï, le Japon et les Philippines furent touchés. Les dégâts s'élevèrent à près d'un demi-milliard de dollars selon le cours de l'époque. De nombreuses personnes se retrouvèrent sans abri. Une grande partie des infrastructures furent détruites. À perte de vue, les bâtiments s'écroulaient et les débris s'empilaient. Les scientifiques estiment que ce tremblement de terre fut si puissant qu'il déplaça l'axe de la Terre, raccourcissant nos journées de 1,26 microsecondes. Cela peut sembler peu, mais réfléchis-y. Une catastrophe naturelle a été assez puissante pour faire bouger le temps. De nombreuses villes côtières furent anéanties et il y eut de nombreuses inondations. Les conséquences sur l'économie furent dramatiques. Selon des études, si ce tremblement de terre se produisait aujourd'hui, il causerait plus de 20 milliards de dollars de dégâts.
Alors, que se passerait-il si un tremblement de terre de 2 fois cette force survenait soudainement? Eh bien, tout d'abord, ces effets se feraient probablement sentir sur une très grande distance. Les raz de marée ne toucheraient pas seulement les côtes du Japon et des Philippines, mais atteindraient la Chine, la Corée, le Vietnam et même l'Australie. Et ces vagues dépasseraient nettement les 25 mètres. Elles pourraient être 2 fois plus hautes. Imagine 8 girafes empilées les unes sur les autres qui se précipitent vers toi. Près de la côte, tu verrais la mer se mouvoir. L'eau se mettrait à refluer et tu verrais l'endroit où vivent les poissons. Et tu saurais alors qu'il est temps de prendre tes jambes à ton cou. Un tsunami serait probablement sur le point de se produire. Imagine que cela se produise vraiment. Tu es pris sous les décombres sans trop savoir ce qui est en train de se passer. Tu parviens à te libérer et à remonter à l'air libre. Et tu n'es pas seul, car toutes les maisons du quartier ne sont maintenant plus que des briques et gravats. Les ponts se sont effondrés et les gens sont bloqués de chaque côté. Tu regardes autour de toi, époussettes tes vêtements et tu cours chercher de l'aide. Des camions de pompiers et des ambulances circulent entre les voitures arrêtées et les décombres. Tu essaies de rejoindre ta voiture, mais les répliques sismiques continuent et t'empêchent d'avancer. Comme toutes les antennes cellulaires sont hors service, tu ne peux appeler personne. Tes genoux tremblent, mais tu tiens bon. En arrivant à ta voiture, tu vois qu'un rocher l'a écrasé. Comme une canette de soda géante. Tu continues à pied et tu gagnes finalement le centre-ville. On dirait qu'un géant s'est mis en colère et a fait tomber tous les bâtiments. Tu avances et tu essaies de trouver de l'aide. Soudain, ton téléphone vibre. Tu regardes et tu vois un millier de notifications relatives à un tremblement de terre de magnitude 20. Tu trembles encore, mais le sol ne bouge plus pour l'instant. Oh oh, tu entends quelque chose au loin et ça se rapproche. À ta droite, tu vois des vagues aussi hautes que des immeubles te foncer dessus. Encore sous le choc et ne sachant pas quoi faire, tu reprends soudain tes esprits. Et tu cours! Tu ne sais même pas dans quelle direction aller. Il y a un tsunami juste derrière toi et devant toi, des bâtiments en ruine avec des pierres et du béton qui tombent encore partout. Attends, il y a un bâtiment encore debout. Tu dois absolument t'y réfugier. Tu arrives devant l'ascenseur, mais il est bloqué. Pas étonnant. Tu te précipites alors dans les escaliers aussi vite que possible, trébuchant sur du verre et du plâtre, mais trouvant à chaque fois la force de te relever. Tu regardes par une fenêtre et tu vois l'eau. Elle est si proche. Tu es presque au sommet. Encore quelques volets et... splash! L'eau pénètre dans le bâtiment et te fait redescendre d'au moins 2 étages. Tu n'y vois pas grand-chose. Pourtant, tu sais que tu dois nager vers le haut. Mais l'eau continue de te pousser vers le bas. Après environ 30 secondes, tu réussis à remonter à la surface et tu continues à grimper jusqu'au sommet. Tu arrives au dernier étage et tu t'effondres sur le toit. Tu es en sécurité, pour le moment. Le raz-de-marée est toujours aussi fort. Il se ferait un chemin dans le centre-ville ravagé. Ton téléphone est maintenant rempli d'eau et complètement inutile. Tu as une vue à 360 degrés de ta ville, couverte d'eau et de débris. Le sol se remet à trembler. Tu te dis que tu vas rester assis là jusqu'à ce que tout soit terminé et qu'un hélicoptère de secours arrive. Mais soudain, une énorme explosion qui te crève presque les tympans vient secouer le sol. Au loin, de la fumée s'élève et bientôt, elle remplit le ciel entier. Son opacité masque le soleil du matin. C'est alors que tu aperçois de la lave jaillir dans les airs et retomber non loin. Se transformant en un fleuve, elle recouvre peu à peu toute la ville. Avec un tel mouvement sismique et la forte intensité du tremblement de terre, les plaques tectoniques du monde entier se sont déplacées et le magma est remonté vers la surface. De la vapeur commence à s'échapper, puis la chaleur te saisit. Tu vois le magma s'étaler sur le sol comme une couverture, dévorant toutes les voitures sur son passage. Le pire, c'est que la lave fait fondre les fondations des immeubles qui avaient résisté au tremblement de terre et au tsunami. Au loin, les bâtiments sont en train de s'effondrer dans la nappe de lave impétueuse qui recouvre ta ville. Un par un, ils s'écroulent tous. Cela signifie... Oh oh, l'immeuble sur lequel tu te trouves vacille lui aussi. Il est sur le point de céder. C'est alors que tu vois la lumière. Tu lèves les yeux et tu aperçois un hélicoptère dans le lointain. Tu agites tes bras, tu cours, tu sautes, n'importe quoi pour te faire remarquer. Et ça marche. L'hélicoptère fait quelques cercles et te lance enfin une échelle de corde. Pendant qu'on te hisse à bord de l'hélico, tu regardes le monde en dessous de toi qui s'agite comme des nouilles dans une passoire. Tu atterris à quelques kilomètres et tu es immédiatement pris en charge par un médecin dans un centre de triage d'urgence. Tu fais partie des chanceux. 1 an plus tard, l'eau du tsunami s'est retirée, la lave a refroidi, mais tout ce magma a profondément modifié les sols et toute la ville a disparu. La catastrophe a plongé le pays entier dans un cauchemar économique qui durera des décennies.
Il faut des mois pour répertorier les rues, s'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques dangereux ou de tuyaux de gaz endommagés. On reconstruit ta ville plus loin dans les terres, à l'écart de son site d'origine. Dans d'autres villes, on reconstruit directement sur les ruines. Dans d'autres encore, on déplace simplement les populations vers des lieux que la catastrophe n'a pas touchés.